J'ai tout donné à mon fils Ethan pendant 30 ans, j'ai consacré ma vie à l'élever, à travailler sans relâche, à le soigner lorsqu'il était malade, à payer pour son éducation. J'ai même renoncé à mon mariage, sacrifié ma propre vie, juste pour qu'il puisse avoir une vie meilleure. Mais le jour où je lui ai annoncé que j'avais perdu mon travail, sa première réaction a été de me jeter dehors, me traitant de fardeau inutile, de parasite. C'était à ce moment-là que j'ai cessé d'avaler ma fierté. J'ai refusé d'être la mère qui se laisse écraser. J'allais me défendre, même si je n'avais rien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mon ancien employeur, qui me respectait vraiment pour toutes les années que j'avais consacrées, m'avait laissé une fortune. Et cette fois, je m'assurais qu'il comprenne que le prix de me trahir était bien plus grand qu'il ne l'imaginait. Je venais de rentrer à la maison quand j'ai dit à mon fils Ethan que je ne travaillerais plus pour Catherine. Je n'avais même pas eu le temps d'expliquer pourquoi avant que son visage ne se ferme et qu'il m'interrompe en pleine phrase, sa voix montant d'un ton, son visage rougissant de colère. « Pourquoi tu as soudainement démissionné ? C'était environ 7 300 € par mois. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? Rester à ne rien faire. » La petite joie que j'avais ressentie en rentrant à la maison s'est instantanément éteinte. Pensait-il vraiment que j'avais quitté ce travail juste pour me reposer ? Je suis revenue parce que je voulais leur faciliter la vie. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, mais je ne me suis pas emportée. Je savais qu'il avait beaucoup de pression ces dernières années. Sa femme, Nicole, venait d'une famille qui n'a jamais eu une haute opinion de la nôtre. Sa mère est professeure d'université et son père travaille dans la fonction publique. Ils ont toujours regardé de haut le milieu d'Ethan. Pour eux, leur fille s'était mariée en dessous d'elle. Nicole, suivant leur exemple, n'a cessé de le critiquer, se moquant de son salaire, de son éducation, de tout ce qui pouvait miner sa confiance. Mais je me suis dit que, peut-être, une fois qu'il saurait pour l'héritage que Catherine m'avait laissé 8 millions d'euros, il verrait enfin Ethan sous un autre jour, et peut-être même le traiterait-il avec un peu de respect. Mais je n'ai pas mentionné l'argent, pas encore. À la place, j'ai évoqué une autre raison pour laquelle je revenais à la maison. Tu disais que Nicole prévoyait de tomber enceinte bientôt. Je pensais revenir plus tôt pour l'aider, la soutenir pendant la grossesse, l'aider à se rétablir après, peut-être même donner un coup de main avec le bébé. L'expression de Nicole est devenue froide en un instant, j'aurais juré qu'elle avait même ricané. La récupération postpartum nécessite des soins professionnels, m'a-t-elle dit d'un ton sec. Tu travaillais comme femme de ménage avant, qu'est-ce que tu sais de ça ? Sa mère, Suzanne, m'a lancé un regard méprisant et a ajouté sans manquer une seconde. S'occuper d'un nouveau-né, ce n'est pas juste des couches et des biberons, c'est une science, il faut une formation réelle, ce n'est pas quelque chose que les amateurs peuvent gérer. Toutes les deux ont enchaîné leurs propos condescendants avec une telle aisance qu'il était clair qu'elles avaient répété ce discours, et ainsi, j'avais été écartée, qualifiée de soignante inapte. J'ai laissé échapper un rire amer et silencieux, rien n'avait changé, elles me voyaient toujours comme inférieure. Toujours, pour garder la paix, j'ai forcé un sourire et ai dit « Bon, si tout est déjà organisé, je ne vais pas vous déranger, je vais vous laisser vous occuper du bébé. » Suzanne a roulé des yeux, comme si c'était la seule chose sensée que j'avais dite de toute la soirée. « Très bien, » a-t-elle répondu, « mais tu vas couvrir les frais de la nounou et de l'infirmière pour bébé, je m'occuperai de l'embauche et de la coordination. » Cette phrase m'a laissé sans voix, un nœud serré se formant dans ma poitrine. Mon fils, Ethan, a immédiatement rebondi, reprenant le relais là où Suzanne s'était arrêtée, sans perdre une seconde. « Exactement, maman, tu n'aurais jamais dû quitter ce travail. Nos dépenses vont bientôt doubler, tu devrais vraiment continuer à travailler. » C'est là que ça m'a frappé, aussi clair que de l'eau de roche. Ils n'avaient jamais voulu que je rentre pour me reposer, ils avaient juste besoin d'un revenu stable qui entre dans la maison. Je n'étais pour eux rien d'autre qu'une ouvrière, un distributeur automatique. Mon visage s'est durci. J'ai 58 ans, je pense qu'il est temps pour moi de me reposer et de prendre ma retraite. Retraite ? Nicole a laissé échapper un rire amer. Tu n'as même pas de pension ? De quoi tu parles de retraite ? Ces mots m'ont presque coupé le souffle. J'avais voulu cotiser à un plan de retraite il y a des années, c'était vous qui m'aviez dit de mettre de l'argent de côté pour rembourser votre hypothèque plus tôt. Maintenant, vous me jetez ça à la figure. Nicole a secoué les cheveux et a rétorqué, c'est parce que ton revenu était pathétique. Qui t'a dit d'acheter une maison que tu ne pouvais pas te permettre sans prêt. T'aurais dû mieux planifier. Ethan, tentant de calmer Nicole, a haussé la voix contre moi. Ça suffit, maman, Nicole essaie de tomber enceinte, tu es en train de la stresser. C'est maintenant qu'on a vraiment besoin d'argent et tu devrais aider. T'es encore en bonne forme, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas travailler encore 20 ans. Parle de retraite quand t'auras 80 ans. Encore 20 ans ? Je me suis figée, envahie par une vague de tristesse que je ne pouvais exprimer. Après tout ce que j'avais donné, chaque sacrifice, chaque heure de travail, chaque dollar gagné, je n'étais toujours pour eux qu'une machine à cash. C'est là que j'ai vraiment vu les choses pour ce qu'elles étaient. Tout ce discours sur le respect et la gratitude n'était que des mensonges enjolivés pour me faire continuer à travailler.
Quand Ethan était encore à l'université, il sortait déjà avec Nicole, pour les aider à vivre plus confortablement et pour apaiser la famille jugée de Nicole. J'ai tout laissé derrière et déménagé dans une autre ville pour travailler comme femme de ménage à domicile, juste pour pouvoir économiser assez d'argent pour leur acheter une maison. Ils n'ont jamais payé un centime, pourtant l'acte de propriété portait seulement leur nom. Et à l'époque, les larmes aux yeux, ils m'avaient dit qu'un jour, quand on serait mieux loti, on prendra soin de toi, tu auras enfin la vie que tu mérites. Mais maintenant, je comprends ce qu'ils entendaient par la vie que je mérite, une vie de travail incessant, jusqu'à ce que mon corps lâche à 80 ans. J'ai retenu mes larmes, calmé ma voix et ai dit fermement, je prends ma retraite, c'est final. Personne ne prendra cette décision à ma place. Suzanne a dû réaliser que j'étais sérieuse et craindre que je cesse réellement de les soutenir, car son ton s'est adouci instantanément. Écoute, ce n'est pas qu'on ne comprend pas, il faut juste être réaliste, il n'y a pas de chambre libre chez nous, tu ne peux pas t'attendre à rester ici éternellement, n'est-ce pas? Mais j'ai un compromis. Je plissai les yeux, quelque chose dans son expression me fit tourner l'estomac. Je connais une famille riche qui cherche quelqu'un pour vivre chez eux, avec un bon salaire et le logement et la pension inclus. Tu as déjà fait ce genre de travail, ça devrait être une transition facile. Nicole intervint avec un sourire en coin. Idée parfaite. En fait, tu pourrais même aider à alléger notre charge financière. Tout ce que tu gagneras pourrait aller pour les dépenses de la maison, gagnant-gagnant, non. Suzanne haussait les épaules et ajouta, tu n'es pas quelqu'un qui a vraiment besoin de repos de toute façon. Retourner travailler ne te ferait pas de mal. Ne sois pas si rapide à dire non, essaie au moins. Si tu te débrouilles bien, tu pourrais même rester à long terme. Mon visage devint de plus en plus froid à chaque seconde. J'ai déjà quitté mon travail, je ne retournerai plus jamais dans une maison pour travailler. Le sourire de Suzanne disparut, son regard devenant tranchant, calculateur. Eh bien, si tu as vraiment décidé de ne plus travailler pour les autres, très bien, fit-elle en marquant une pause. Il y a une maison de retraite près d'ici, de bonnes installations, des repas et un logement correct. Tu pourrais postuler pour un poste à base de travail, peut-être aide à la cuisine ou entretien, quelque chose pour gagner ta vie. Nicole leva les yeux au ciel et ricana. C'est plus raisonnable. Tu ne peux pas juste vivre à l'hôtel et attendre qu'on paye la facture. Au moins dans une maison de retraite, tu ferais ta part. Arrête d'attendre qu'on te porte. La colère bouillonnait dans ma poitrine, mais je me forçais à rester calme. Je me tournai vers Ethan. Tu crois vraiment qu'il est acceptable d'envoyer ta propre mère frotter les sols dans une maison de retraite juste pour qu'elle puisse se nourrir? Ses yeux fuirent, mais il tenta de maintenir son attitude rationnelle. Maman, sois réaliste. Tu as toujours dit que tu voulais être indépendante. N'est-ce pas la façon la plus digne de le faire? Tu te soutiens et nous ne nous devons rien. Et puis, ajouta-t-il en sortant son téléphone, il y a une place libre dès maintenant. J'ai déjà appelé plus tôt pour vérifier. Tu pourrais emménager dès aujourd'hui. Puis, juste devant moi, il se remit à composer le numéro. J'avais du mal à croire ce que je voyais. L'enfant auquel j'avais consacré toute ma vie était maintenant si pressé de me mettre à la porte, comme si je n'étais rien de plus qu'un poids mort. Mes mains tremblaient et des larmes coulaient sur mon visage, incontrôlables. Ethan, j'ai tout donné pour t'élever. J'ai vidé mes économies pour t'acheter une maison et maintenant, à ce moment précis, tout ce que tu vois en moi, c'est un fardeau que tu ne peux pas attendre de te débarrasser. Une fraction de seconde, la culpabilité passa dans ses yeux, mais elle fut rapidement engloutie par la rage. Il renversa ma valise, l'envoyant s'écraser au sol. Tu crois que tu as souffert? C'était ton choix. Si tu n'avais pas divorcé de mon père, on ne serait pas fauché. J'aurais pu grandir riche et tu as ruiné ça. Laisse-moi te dire quelque chose, Margaret, tu me dois ça pour le reste de ta vie. Je restai là, figé dans un silence stupéfait, regardant ses yeux injectés de sang, alors qu'une douleur sourde et implacable déchirait ma poitrine comme un couteau émoussé qui se tord lentement, coupant tout ce qu'il me restait. Tu n'avais aucune idée. La seule raison pour laquelle j'ai divorcé de son père, c'était pour lui. Si je n'avais pas quitté ce mariage, son soi-disant père riche ne l'aurait jamais reconnu comme son fils. En fait, il aurait peut-être été abandonné en famille d'accueil, traité comme un chien errant que personne ne voulait. Chaque sacrifice que j'ai fait, chaque choix, chaque larme, c'était pour lui donner une chance d'avoir une vie entière. Mais maintenant, le voilà, me mordant comme un animal acculé, me blâmant pour avoir détruit l'avenir que j'avais tant essayé de protéger. Je plaçai une main sur ma poitrine, tentant de maîtriser la tempête intérieure, mais la douleur ne fit qu'empirer. Toutes ces années de dévouement, de sacrifice, d'amour, se sentaient soudain comme la pire des blagues que la vie aurait pu me jouer. Ethan n'était pas mon enfant biologique, il avait été adopté. La première fois que je l'ai vu, je faisais du bénévolat au centre de protection de l'enfance de la ville. Il n'avait pas encore 1 an, tout frêle comme un chaton, les lèvres teintées de bleu, son petit corps vidé de toute vie. La directrice m'a dit qu'Ethan était né avec une grave malformation cardiaque.
Ses parents biologiques l'avaient abandonné dans une poubelle. Un passant avait entendu ses faibles pleurs et l'avait amené à l'orphelinat. Je ne sais toujours pas exactement ce qui m'a attiré vers lui. Peut-être était-ce la façon dont ses yeux, pleins de peur et de désir, s'accrochaient aux miens, ou peut-être était-ce parce que j'avais perdu ma propre mère quand j'étais très jeune. Quelque chose dans la souffrance d'un enfant me paraissait insupportable. Je rentrai chez moi et en parlai à mon mari de l'époque. Après réflexion, nous décidâmes de l'adopter. Dès ce moment, nous avons traversé le pays, cherchant des hôpitaux et des spécialistes, faisant tout ce que nous pouvions pour sauver la vie d'Ethan. Mais 2 ans plus tard, mon mari changea. Il me dit qu'il en avait assez d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre, qu'il voulait un enfant à lui. Il me donna un ultimatum. Soit je renvoyais Ethan à l'orphelinat, soit je le laissais et j'élevais l'enfant seul. Je n'hésitais pas. Je choisis Ethan. À l'époque, son état était encore instable. J'avais peur que le renvoyer à l'orphelinat signifie des traitements retardés, ou pire, la fin de sa vie. Alors je fis des quarts doubles, parfois 3 jobs à la fois. La nuit, je m'asseyais à la table de la cuisine, les yeux brûlants, fabriquant des objets faits main pour amasser un peu d'argent supplémentaire. Et d'une manière ou d'une autre, au cours de ces longues années désespérées, je l'ai maintenu à flot, il a survécu, il s'est rétabli et est finalement devenu aussi en bonne santé que n'importe quel autre garçon, il a même fait des études universitaires. Je ne lui ai jamais dit la vérité sur son passé, pas parce que je voulais mentir, mais parce que je ne voulais pas le charger. C'était déjà un enfant sensible et plein d'insécurité, je ne voulais pas qu'il porte le poids de savoir qu'il avait d'abord été rejeté par ses parents biologiques, puis abandonné par son père adoptif. Je voulais qu'il croie que le monde pouvait encore être bienveillant, que l'amour, le véritable amour, existait. Mais jamais dans mes pires cauchemars je n'avais imaginé qu'il deviendrait cet être froid, égoïste et ingrat. Aussi en colère que je sois maintenant, il y a aussi un éclat de soulagement. Merci, mon Dieu, de ne jamais avoir mentionné le fonds en fiducie. S'il savait que les 8 millions d'euros avaient déjà été légalement transférés à mon nom, je peux imaginer à quel point la situation serait devenue encore plus laide. Je regardais Ethan, mon regard glacial et implacable. Si c'est ainsi que tu es, alors tant pis, à partir de ce moment, c'est fini. Toi et moi, on n'a plus rien à voir l'un avec l'autre. Je me baissai, pris ma valise et me tournai pour partir, mais Suzanne attrapa soudainement mon bras. Qu'est-ce que tu dis? C'est ton fils, tu es censé être responsable de son avenir. Tu ne peux pas juste faire tes valises et partir comme ça. Nicole intervint, reprenant l'indignation de sa mère. Ouais, quel genre de mère fait ça? Tu l'as élevé et maintenant tu veux t'en débarrasser? C'est d'une irresponsabilité incroyable. Je laissai échapper un rire froid. Tu es professeur à l'université, une femme instruite, et c'est l'argument que tu avances? Légalement, un parent n'est obligé de s'occuper de son enfant que jusqu'à ses 18 ans. Moi, j'ai soutenu Ethan jusqu'à ses 30 ans. Que veut-il de plus? Le visage d'Ethan se tordit, sa voix montait en fureur. Ce n'est pas de l'éducation, c'est toi qui fais de mauvais choix et qui essaie de payer ta culpabilité. Tout ce qui va mal dans ma vie, c'est à cause de toi. Tu me dois la vie. Puis il cria, la voix remplie de venin. Est-ce que tu m'as demandé mon autorisation quand tu as décidé de m'amener dans ce monde? J'ai presque éclaté de rire devant la pure folie de ses propos. Il semblait complètement dément. Je le fixais comme si c'était un étranger, quelqu'un que je ne reconnaissais plus. J'ai dû être aveugle pour avoir élevé quelqu'un comme toi. Et si tu as de telles questions philosophiques tordues, peut-être que tu devrais les poser à ta mère biologique, celle qui t'a abandonné dans une poubelle. Je ne savais pas s'il avait même compris ce que je venais de dire. Il se figea un instant, confus, mais la colère restait sur son visage. Peu importe s'il comprenait ou non, ça ne m'importait plus. Je secouai l'emprise de Suzanne et marchai vers la porte sans me retourner. Presque immédiatement, j'entendis des cris de colère derrière moi. Tu désavoues ton propre fils, tu n'es même pas humaine. Ne sois pas trop fière, Margaret. Quand tu seras vieille, malade et que personne ne voudra s'occuper de toi, on verra où ça te mène, ton indépendance. Personne ne voudra t'embaucher à ton âge quand tu seras au fond du trou. Ne viens pas nous supplier de t'aider. Je m'arrêtai, me retournai lentement et les regardai avec un détachement glacial. Vous feriez bien de vous inquiéter pour vous-même, dis-je calmement. N'oubliez pas la maison dans laquelle vous vivez, cette maison que vous traitez comme votre droit de naissance, elle a été achetée avec chaque centime que j'ai économisé au fil des années. Si jamais je décide de la récupérer, ne soyez pas si sûr d'avoir encore un toit sur la tête. Nicole se précipita vers la porte, pointant un doigt sur mon visage, pleine de rage. N'ose même pas toucher à cette maison, elle est enregistrée à mon nom et à celui d'Ethan, elle est légalement à nous, tu n'as aucun droit dessus. Plus elle criait, plus je me sentais calme. D'accord, dis-je, ma voix inébranlable. Alors écoute bien. Peu importe si je dois dépenser l'équivalent de 2 maisons, je ne laisserai pas cette maison entre les mains d'une bande de sangsues ingrates. Les yeux de Nicole s'élargirent de surprise,
puis elle éclata de rire. Sa voix se fit moqueuse. Tu as perdu la tête. 2 maisons, tu n'as probablement même pas 1 000 $ à ton nom. Cette maison est à nous, c'est notre bien marital, tu n'es qu'une vieille femme en fin de course qui essaie de mordre plus que ce qu'elle peut mâcher. Va-t'en, les gens comme toi méritent de pourrir dans la rue. Sur ce, elle claqua la porte en plein visage. Je ne répondis pas, je ne contestai pas, je ne bronchai même pas. Je me contentai de me tourner vers l'ascenseur, sortir mon téléphone et commencer à chercher des annonces pour des maisons de luxe dans les quartiers chics de la ville. Un sourire amer se dessina sur mes lèvres. Si je ne déménageais pas dans la plus belle maison de la ville, je rendrais un mauvais service à ces 8 millions d'euros confortablement installés dans mon fonds en fiducie. Cette nuit-là, je réservai une chambre dans l'hôtel 5 étoiles le plus exclusif du centre-ville. Ensuite, je contactai l'avocat privé de Catherine et lui demandai de lancer les démarches juridiques pour récupérer tout ce qui m'appartenait de droit. Les jours suivants, je vivais dans cet hôtel tout en m'enfonçant dans le marché immobilier de luxe de la ville, recherchant des propriétés, étudiant des annonces et planifiant des visites. Une semaine plus tard, j'avais un rendez-vous pour visiter une communauté de villas très prisée, c'était le développement le plus prestigieux de la ville. Ce que je n'avais pas prévu, c'était que l'agent commercial chargé de me faire visiter la propriété n'était autre que Chloé, la nièce de Suzanne, la cousine de Nicole. Le showroom immobilier de luxe était animé, malgré le prix de départ de ces villas qui dépassait largement le million de dollars. L'exclusivité du projet attirait un flot constant d'acheteurs potentiels. Je venais de franchir le grand hall lorsqu'une jeune femme aux cheveux longs et au sourire frais s'approcha de moi. « Bonjour madame, puis-je vous faire visiter les détails du projet ?»« Oui, s'il vous plaît, pourriez-vous commencer par me montrer les maisons modèles ?» Je la suivis vers la zone d'exposition, mais à peine avions-nous fait quelques pas qu'une voix aiguë retentit à travers la pièce. « Qui est chargé de la sélection des clients aujourd'hui ? On laisse n'importe qui entrer maintenant. » Je levai les yeux, et là, elle était, Chloé, la nièce de Suzanne, la cousine de Nicole. Nous ne nous étions rencontrés que quelques fois, mais elle m'avait laissé une impression durable, l'attitude typique d'une grimpeuse sociale, celle qui se pare d'arrogance dans chaque mot et chaque mouvement, toujours en vantant le fait qu'elle ne traitait qu'avec des clients de la haute société. Avant que je ne réagisse, elle s'avança déjà, ses talons claquants, confiante, les yeux pleins de mépris. « Margaret, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je la regardai froidement et continuai à marcher. « Je suis ici pour visiter une propriété, il y a un problème. » Elle se plaça immédiatement devant moi, bloquant mon chemin avec un sourire moqueur. « Une femme de ménage, tu crois que tu peux te permettre cet endroit ? Ne me dis pas que tu es juste là pour le café gratuit. J'en ai vu plein comme toi, qui prétendent être des acheteurs justes pour chipper des snacks gratuits. » Les gens autour commençaient à jeter des coups d'œil, chuchotant, leurs expressions portant ce mélange inconfortable de jugement et de curiosité, certains hochant même la tête légèrement, comme pour dire « elle n'a pas tort ». L'assistante jeune à côté de moi parla doucement, tentant de désamorcer la situation. « Chloé, je ne suis pas occupée, je peux faire visiter à cette dame. » Mais Chloé la repoussa sans hésiter, les yeux brûlants de mépris. « Et toi, qui tu crois être pour me donner des leçons sur mon travail ?» La jeune fille se recroquevilla, intimidée, puis Chloé se tourna et fit signe à 2 agents de sécurité. « Vous deux, accompagnez cette visiteuse dehors immédiatement. » Le showroom devint silencieux, tous les regards étaient tournés vers nous. Je levai calmement la main, arrêtant les gardes avant qu'ils n'approchent. « Je suis venu ici pour visiter une propriété, sur quel motif vous me mettez à la porte ? Où est votre responsable ? J'aimerais parler à quelqu'un en charge. » Je me tournai vers la foule. « Vous êtes tous ici pour regarder des propriétés aussi, pourquoi ne me dites-vous pas si j'ai fait quelque chose d'inapproprié ? » Les gardes hésitaient, je ne céderais pas, et clairement, ils ne voulaient pas s'impliquer dans quelque chose de problématique. Chloé se tenait les bras croisés, ricanant bruyamment. « Vas-y, fais un scandale, voyons jusqu'où tu vas aller avec cette performance. » Juste à ce moment-là, un jeune homme en chemise blanche s'approcha rapidement, arborant un sourire professionnel poli. « Bonjour madame, je suis Alex, le responsable des ventes pour ce projet. Y a-t-il un problème ? Puis-je vous aider ?» Avant que je ne puisse répondre, Chloé intervint. « Alex, elle est juste là pour les cadeaux gratuits. J'allais faire sortir la sécurité. » Alex fronça légèrement les sourcils, mais garda un ton courtois. « Madame, accepteriez-vous de nous montrer une forme de vérification financière ? Comme vous le savez, c'est une présentation sur invitation uniquement et nous exigeons une preuve de capacité d'achat. » Sans hésiter, je sortis un dossier. Mes documents ont déjà été vérifiés à l'entrée. Chloé saisit le dossier de mes mains et l'ouvrit de manière dramatique. « 5 millions d'euros ? Tu rigoles » cria-t-elle assez fort pour que la moitié du showroom l'entende. « Une femme de ménage, c'est impossible qu'elle ait cette somme. Je connais mieux que quiconque son passé, ajouta-t-elle, suffisante. Ça doit être faux,
on ne peut pas laisser quelqu'un comme elle nous tromper. Alex resta là, les sourcils froncés, visiblement pris au piège entre les deux parties. Je n'ai pas pris la peine de répondre, à la place, j'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire et l'ai levé pour qu'il puisse voir. La jeune assistante se pencha, comptant doucement à voix basse, 1 million, oh mon Dieu, plus de 8 millions. Un murmure d'étonnement se propagea à travers la foule, les yeux des gens s'écarquillèrent, n'étant plus en train de juger, mais stupéfaits, curieux, presque impressionnés. Quelqu'un près de moi murmura, « Merde, elle a vraiment de l'argent !» Le visage de Chloé pâlit, passant du rouge au vert pâle puis au blanc de la peur, on aurait dit qu'elle voulait se fondre dans le sol. Mais Chloé n'abandonna toujours pas, elle continua d'insister, sa voix devenant tranchante et obstinée. « Alex, cette application bancaire sur son téléphone, ça doit être faux, il est impossible qu'elle ait autant d'argent. » Le visage d'Alex se ferma, son front se plissant profondément. « Chloé, ça suffit. » Puis il se tourna vers moi, d'un ton calme et respectueux. « Madame, je vous présente mes sincères excuses, cela a clairement été une erreur de notre part et nous allons gérer cela correctement. Je vais assigner notre gestionnaire client le plus expérimenté pour vous assister immédiatement. » Je fis un léger geste de la main, offrant un sourire apaisant, puis je me tournai vers la jeune femme qui m'avait accueilli plus tôt. « Ce n'est pas nécessaire, elle est parfaitement capable, très professionnelle. Je veux qu'elle me montre la propriété. » Alex sembla légèrement mal à l'aise. « En fait, elle vient tout juste de commencer, elle est encore en formation. Je m'inquiète seulement qu'elle n'ait pas assez d'expérience. » « Mais je l'aime bien, répondis-je fermement, ne laissant aucune place à la discussion. Je vais acheter la maison aujourd'hui et je veux le faire avec elle. » Alex hocha immédiatement la tête, un peu frustré, mais enthousiaste. « Bien sûr, absolument. Monica, assurez-vous de bien prendre soin de notre distinguée cliente. » Chloé se tint à l'écart, son visage tendu, ses lèvres tordues par la frustration qu'elle retenait. Elle me regardait partir, bouillonnante de rage, puis marmonna sous sa respiration. Juste une servante glorifiée qui fait semblant d'être quelqu'un. Je l'ignorais complètement et pointai le modèle réduit au centre du showroom. « Je veux voir celle-ci, dis-je à Monica. Dès que j'ai posé les yeux sur cette villa, j'ai su que c'était la bonne. Des plafonds hauts dans le salon, un grand jardin à l'arrière, une véranda de plus de 200 pieds carrés. Mais surtout, elle était entièrement meublée et prête à emménager. Je prends celle-ci, dis-je sans hésitation. Faites commencer les papiers. » Les yeux de Monica s'illuminèrent d'excitation. « Madame, êtes-vous sûre de ne pas vouloir visiter quelques autres options? Je suis libre, je serais ravie de vous en montrer d'autres. » Pas besoin, répondis-je. Celle-ci me suffit amplement. Elle ne put contenir sa joie. « Madame, ce sera la première vente que je vais conclure, vous êtes mon porte-bonheur. » Nous nous dirigeâmes vers la zone de signature, alors que je passais en revue les papiers, un murmure bas commença derrière moi. « Merde, elle vient de signer sans même réfléchir, 150 000 €, elle n'a même pas cligné des yeux. L'argent parle. » « C'est ça qu'on appelle la vraie richesse, entendis-je. »« Ne vous laissez pas duper, quelqu'un murmura. Chloé n'a-t-elle pas dit qu'elle n'était qu'une femme de ménage? Elle doit sûrement se vanter de l'argent de son employeur. Même les domestiques savent faire leur show, mais elle parade avec l'argent de quelqu'un d'autre. Sérieusement, quel genre d'employeur confierait une telle somme à une femme de ménage? » La voix de Chloé trancha à travers les murmures, pleine de venin, comme à son habitude. « Oh, vous n'avez aucune idée, elle n'est pas une simple femme de ménage. » « Alors, qu'est-ce qu'elle est? » « C'est l'une de ces aides pour les hommes riches et âgés, vous savez, pas juste pour épousseter et laver. Si vous voyez ce que je veux dire. » « Pas possible, à son âge, c'est juste honteux. Burke, certaines personnes sont prêtes à vendre n'importe quoi pour de l'argent. Si sa famille savait, il serait humilié. » Je posai le contrat et me tournai vers Monica. « Monica, dis-je avec un sourire calme, pourriez-vous aller chercher Alex pour moi, s'il vous plaît? J'aimerais acheter une autre propriété. » La pièce tomba dans un silence complet, comme si l'air lui-même s'était figé. Les yeux de Monica s'écarquillèrent, sa voix tremblant d'incrédulité. « Madame, êtes-vous vraiment sûre que vous voulez en acheter une autre? »« C'est exact, répondis-je calmement. Une pour y vivre, une autre comme investissement. » Puis je souris un peu plus largement. « Mais j'ai une petite faveur à demander, j'aimerais qu'Alex m'aide pour cela. » Alex revint rapidement, son sourire plus brillant que jamais, presque rayonnant d'enthousiasme. « Bonjour encore, madame. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. » « J'ai confirmé l'achat de la première propriété, dis-je. Je suis prête à signer le contrat et j'aimerais ajouter une deuxième unité. Mais, marquant une pause, je m'attends à ce que votre équipe prenne en charge le comportement inapproprié de certains membres du personnel. » Le sourire d'Alex s'estompa, son regard balayant la pièce avant de se poser sur Chloé. « Chloé,
dit-il sévèrement. Tu causes encore des problèmes? Présente des excuses à la cliente. Maintenant, Chloé haussait le menton avec défi, refusant de céder. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je n'ai dit que la vérité. Elle était autrefois femme de ménage, une de ces assistantes qui ne servent que les vieux riches. Et ne me regarde pas comme ça, son fils me l'a dit lui-même. Je levai lentement la tête, mes yeux se rétrécissant alors que je la fixais intensément. Tu dis que mon fils t'a dit cela? Alors, laisse-moi te dire quelque chose en retour. Il a aussi dit que ton petit portfolio de vente ne venait pas de tes soi-disant compétences, mais des nuits que tu passais dans le lit de tes clients. Est-ce vrai, Chloé? Le visage de Chloé se décomposa. Ses lèvres tremblèrent. Tu mens, c'est de la diffamation. Ah, mais tu ne viens pas de me diffamer publiquement à l'instant? Maintenant, soudainement, tu comprends ce que signifie la diffamation. Je me tournai vers Alex, qui comprit immédiatement le message. Son expression devint grave. Chloé, ça suffit. Sécurité, escortez-la hors de l'immeuble. Et à partir d'aujourd'hui, tu es licenciée. Chloé paniqua. Des larmes montèrent à ses yeux, dévalant ses joues. Alex, je ne mentais pas. Elle était vraiment femme de ménage. Mais le ton d'Alex resta ferme. Tu as violé les politiques de conduite de l'entreprise de manière très grave. Ton contrat est résilié avec effet immédiat. Je levai la main pour arrêter les gardes de se déplacer. Attendez, dis-je calmement. Elle ne part pas encore. Elle m'a diffamé publiquement, et je ne vais pas laisser ça passer. À cet instant, je sortis mon téléphone et appelai. Bonjour, oui, ici le département de la police, j'aimerais porter plainte pour diffamation et harcèlement public. 10 minutes plus tard, 2 policiers arrivèrent au showroom. Après avoir entendu mon récit et examiné l'incident, ils ont donné un avertissement formel à Chloé, lui faisant bien comprendre que si elle ne présentait pas d'excuses publiques, j'avais tout à fait le droit d'engager des poursuites judiciaires. Coincée et tremblante de rage, Chloé finit par murmurer, les dents serrées, « Je suis désolée ». Elle me lança un dernier regard haineux à moi et à Monica avant de partir en trombe, les yeux brûlants de jalousie, surtout lorsqu'elle vit Monica se préparer à conclure la deuxième vente de la journée. La même Monica qu'elle avait méprisée 1 heure auparavant, maintenant la star de la journée. À la fin de la journée, j'avais signé les contrats pour les 2 propriétés, payés en totalité, sans même une pause. Monica se tenait à mes côtés, les yeux brillants d'émotion. Elle avait du mal à en sortir les mots. « Madame, je ne peux pas vous remercier assez. Cela fait 3 mois que je travaille ici sans une seule vente, et aujourd'hui, 2 unités coup sur coup. Vous êtes vraiment mon miracle. » En guise de gratitude, elle insista pour organiser personnellement le nettoyage en profondeur et la préparation de mon déménagement. J'acceptai volontiers. Pour la première fois depuis des années, je me sentis réellement légère, comme si toute l'humiliation, la rancœur et l'amertume avaient été balayées, comme la poussière devant les portes de ma nouvelle villa. Ce soir-là, alors que je revenais à mon hôtel, mon téléphone sonna. La voix pleine de reproches. « Alors, qu'est-ce que tu as fait pour détruire le travail de Chloé? Toute sa famille nous poursuit maintenant, exigeant des réponses. Comment comptes-tu régler ça? » Je répondis d'un ton détendu. « Laisse-les venir, c'est ton problème maintenant. Ne t'ai-je pas déjà dit qu'on en avait fini? Je te dois rien, tu as causé des ennuis et maintenant tu attends de nous que l'on gère les conséquences. Ce n'est pas juste. » Cela me fit bouillir. « Des ennuis? Tu rigoles? Chloé m'a diffamé publiquement. Elle l'a cherché. Les policiers étaient là, tu crois qu'ils sont venus pour le fun? » Il se tut un moment, puis reprit, son ton maintenant plus doux, un peu hésitant. « D'accord, passons à autre chose. Mais dis-moi, qui est ton nouvel employeur? Ils doivent être sacrément riches, et ils semblent te traiter plutôt bien, non? » Je souris intérieurement. Là encore, l'odeur de l'argent, et il flairait ça comme un chien de chasse. Ça n'a pas d'importance qui ils sont, ça ne te concerne pas, Ethan. Laisse-moi te le dire une fois de plus, c'est fini, pour de bon. Et sur ces mots, je raccrochai, bloquant chaque numéro de lui, de Nicole et de toute leur famille. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était qu'à peine quelques jours après mon emménagement dans ma nouvelle maison, je croiserais quelqu'un que je n'avais pas envie de revoir, Suzanne. Cet après-midi-là, j'étais dans un showroom de piano haut de gamme en ville, parcourant les options pour un grand piano. Je m'étais installée sur le banc, prête à tester les touches, lorsque les portes d'entrée s'ouvrirent en grand et un bruit de pas précipité résonna dans l'espace. Suzanne entra, entourée de son cercle habituel d'amis sociaux, leur voix forte et criarde de suffisance. « Quel genre de magasin est-ce? » Suzanne renifla, « On laisse n'importe qui s'asseoir et tapoter sur un piano. » Comment c'était peu professionnel. Ses yeux se posèrent sur moi et le sarcasme suintait de son sourire. « Margaret, tu t'es même lavé les mains avant de toucher cet instrument? Tu n'as pas travaillé dans le secteur de la santé pendant toutes ces années? Dieu seul sait quel genre de germe tu as sur tes doigts.
Son petit groupe se mit à ricaner et à chuchoter entre eux, m'évaluant avec un mépris à peine dissimulé. « C'est donc la belle-sœur de la femme de ménage dont tu parlais ?» demanda l'une d'elles, sans même prendre la peine de baisser la voix. Elle ne peut même pas se permettre d'acheter un piano, alors elle vient ici juste pour faire semblant. Quelle honte! Une autre femme, les cheveux relevés dans un chignon dramatique et des lunettes de soleil géantes sur le nez, me dévisagea avec dédain. Rien de plus énervant que quelqu'un qui essaie d'agir classe tout en portant des sacs à main contrefaits. Les deux conseillers du showroom échangèrent un regard subtil, clairement mal à l'aise. L'un d'eux s'approcha de moi avec un sourire professionnel et chaleureux. « S'il vous plaît, continuez à essayer le piano, madame, c'est exactement ce pourquoi ils sont ici, sans obligation d'achat. » Je hochai poliment la tête puis retournai ma attention sur la partition, me préparant à jouer pour apaiser la tension croissante dans la pièce. L'autre vendeur s'approcha de Suzanne et de son groupe. « Mesdames, bienvenue, y a-t-il un modèle particulier que vous souhaiteriez voir? Je serais heureux de vous guider dans notre sélection. » Suzanne me lança un regard glacial, puis répondit d'une voix tranchante. Nous allions regarder, mais maintenant, je ne suis plus si sûre. Clairement, ce magasin ne se soucie ni de ses instruments ni de ses clients. Je fis un sourire calme au vendeur et répondis, je vais certainement avoir besoin de plus de temps pour essayer quelques modèles. J'ai l'intention d'acheter aujourd'hui. La femme au chignon renifla et s'affala dans un canapé tout près, les bras croisés. Bien sûr, je vais m'installer ici et voir comment tu t'en sortiras. J'ai hâte de voir comment tu te débrouilleras sans rien acheter. Suzanne tira le bras de son amie. Allons ailleurs. Juste être près de gens comme ça me met de mauvaise humeur. Mais je savais mieux. Suzanne avait déjà entendu de Chloé que j'avais acheté 2 villas. Elle n'était clairement pas sûre de le croire et craignait que je ne lui prouve encore une fois qu'elle avait tort. Mais son amie n'était pas aussi facilement influençable. Je reste ici, dit la femme au chignon avec un sourire en coin. Je ne dormirai pas ce soir si je ne vois pas cette femme échouer. Ces mots semblèrent galvaniser le reste du groupe. Elles restèrent toutes là, attendant ce qu'elles croyaient être un spectacle divertissant. Je choisis l'une de mes pièces préférées et laissai mes doigts se poser délicatement sur les touches. Les notes flottèrent dans la pièce, douces et régulières. La mélodie de la sonate au clair de lune se répandit dans l'air. La femme au chignon tourna la bouche en une grimace de moquerie et renifla. « C'est quoi ça? Ça ressemble à du bruit. Qui lui a appris à jouer? Elle pense qu'elle a sa place dans un magasin de piano avec cette catastrophe? Faut pas rigoler. » Mais avant que je puisse répondre, le vendeur à mes côtés commença à applaudir, de l'admiration dans les yeux. « Madame, c'était magnifique. Honnêtement, c'est l'une des interprétations les plus émouvantes de la sonate au clair de lune que j'ai entendue depuis longtemps. » La femme au chignon roula les yeux si fort qu'elle faillit tomber. Oh, s'il elle était vraiment aussi talentueuse, elle ne serait pas coincée dans la vie minable qu'elle mène. Vos flatteries sont un peu trop évidentes, chérie. À cet instant, quelques jeunes gens entrèrent dans le showroom. Ils ne dirent rien, se contentant de se tenir derrière moi en écoutant en silence. Dès que je soulevai les doigts des touches, un tonnerre d'applaudissements spontanés éclata derrière moi. Waouh, c'était incroyable. J'ai étudié le piano pendant des années et je ne parviens toujours pas à dégager autant d'émotion dans la sonate au clair de lune. Sérieusement, tu as capturé toute la douceur rêveuse de la pièce si facilement. Tu es incroyable. Suzanne se tenait non loin de là, le front plissé, les yeux plissés, une confusion invisible se lisant sur son visage. Comment quelqu'un qu'elle avait toujours méprisé pouvait-il jouer avec autant de grâce et de talent? La vérité, c'était que je devais ce moment de paix et de musique à mon ancien employeur. Elle venait d'une famille prestigieuse, c'était la femme la plus élégante et sincère que j'ai jamais rencontrée. Elle ne m'a jamais regardée de haut, en fait elle m'a traitée plus comme une sœur cadette que comme une employée. Chaque fois qu'elle avait du temps libre, elle m'invitait à apprendre la musique, la peinture, la littérature, et je n'ai jamais rejeté ses invitations. J'ai étudié avec assiduité, profondément reconnaissante pour sa générosité et sa patience. Au fil des années, elle n'a pas seulement changé mon mode de vie, elle a transformé tout mon esprit. Je continuai à jouer, laissant les touches porter mes pensées, tandis que le visage de la femme au chignon se durcissait sous le flot croissant des éloges. Elle baissa la tête, clairement déstabilisée. Puis, dans une ultime tentative désespérée pour sauver la face, elle leva soudainement la tête et lança. « Et alors, tu sais jouer un morceau, et alors? Si tu es vraiment si impressionnante, paie ce piano maintenant. » J'avais déjà fait mon choix. Calmement, je tendis ma carte au vendeur. « Merci. Madame, dit-il joyeusement, ce sera 155 000 €. Je saisis le terminal et entrai mon code. Transaction approuvée. Madame, puis-je avoir votre nom pour finaliser la facture? Me demanda-t-il. Bien sûr, répondis, et je notai Margaret Turner. La femme au chignon blanchi. Sa tête se tourna brusquement vers Suzanne, incrédule. Tu as dit qu'elle travaillait pour quelqu'un d'autre, que les villas qu'elle a achetées n'étaient même pas les siennes.
L'expression de Suzanne changea. Elle s'approcha de moi, son visage partagé entre l'incrédulité et quelque chose de bien plus complexe. Tu as acheté ce piano toi-même? Et ces 2 villas, elles étaient à toi aussi. Je souris. Les factures et les contrats portent mon nom. Si ce n'est pas à moi, alors à qui ça pourrait-il être? À toi? Son visage se tordit instantanément, un tourbillon de choc, d'envie, de méfiance et de regret amer traversant ses traits. Margaret, tu n'étais qu'une femme de ménage, d'où vient tout cet argent? Chaque dollar que je dépense a été gagné légalement et de manière légitime, répondis-je d'une voix tranchante et froide. Suzanne ricana. Oh, s'il te plaît, tu as dû faire quelque chose de louche pour l'obtenir. La femme au chignon intervint immédiatement. Oui, peut-être qu'elle est une arnaqueuse, c'est comme ça que les gens font de l'argent rapidement de nos jours. À peine ces mots eurent-ils quitté sa bouche qu'une autre femme, qui était restée silencieuse jusque-là, se leva brusquement, hurlant. Arnaqueuse? Ne rigolez même pas avec ça. Elle chercha précipitamment son téléphone, les mains tremblantes. Allô, c'est la police. J'ai besoin de la police, il y a un escroc ici. Avant que quiconque ait pu réagir, elle raccrocha et se dirigea vers moi, essayant de m'attraper par les vêtements dans un accès de rage. Le personnel du magasin se précipita pour la retenir. Elle pleurait, hurlait, complètement hystérique. Je compris alors la raison de sa réaction. Elle avait été arnaquée de plus de 100 000 € il y a 6 mois et n'avait jamais récupéré son argent. La douleur de cette perte était encore si vive qu'à la simple mention d'une arnaque, elle avait perdu tout contrôle. Sa colère n'était pas dirigée contre moi, mais contre l'ombre d'un passé qu'elle ne pouvait pas oublier. La police arriva rapidement. À ma grande surprise, c'étaient les 2 mêmes officiers que j'avais rencontrés le jour où j'avais acheté les villas. L'un d'eux haussait les sourcils en me reconnaissant, un sourire se dessinant au coin de ses lèvres. « C'est vous, encore ?» Je hochai poliment la tête, mais avant que je puisse parler, la femme aux cheveux bouclés se leva et cria. « C'est une arnaqueuse, offrez-la à la justice. » L'officier perdit son sourire et devint sérieux. « Madame, avez-vous des preuves de cette accusation? » Preuves, elle rétorqua. « Bien sûr que non, je suis juste un tuyau. Vous devriez enquêter sur elle vous-même. Je veux dire, comment une femme de ménage pourrait-elle s'offrir des villas et des pianos grand luxe? Vous trouvez ça normal? » L'officier haussait les épaules. « Peut-être qu'elle a gagné à la loterie. Ça arrive. » Suzanne intervint immédiatement, sa voix tranchante. Elle gagnait à la loterie? Arrêtez de dire des bêtises. Elle n'a jamais eu un jour de chance dans sa vie, a grandi sans parents, a eu un mariage raté, des petits boulots de bas étage. Les gens comme elle n'ont pas de chance, ils sont désespérés. Elle n'a aucune éducation, aucune carrière. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire à part se livrer à des affaires louches pour avoir cet argent? Les officiers se firent plus fermes. Madame, je vous conseille de faire attention à vos propos. Les accusations sans preuve relèvent de la diffamation et des attaques personnelles. Nous pouvons ouvrir une enquête si nécessaire. Le visage de Suzanne pâlit, et elle se tut instantanément. Une tornade d'émotions m'envahit, frustration, douleur, colère, mais surtout clarté. La vie n'avait pas été facile. J'avais grandi seule, après le divorce, et m'étais pliée en 4 pour soutenir un fils qui ne m'a jamais remercié. Et maintenant, les mêmes personnes qui avaient profité de mes sacrifices m'attaquaient avec mes pires moments comme munition. Si j'avais un ennemi dans cette vie, c'était bien Suzanne, sa fille Nicole et Ethan. Ils n'étaient pas juste ingrats, ils étaient les véritables malédictions de mon histoire. Mais maintenant, je les voyais pour ce qu'ils étaient vraiment. Je sortis mon téléphone, ouvris mon application bancaire, sans un mot, tendis l'écran vers Suzanne pour qu'elle et tous les autres puissent voir. « Tu ne veux pas me voir heureuse? Tant pis pour toi. Il semble que le ciel ait d'autres projets. » Je montrai le solde de mon compte. Vois-tu ces 8 millions? Tout est légal, tout est à moi. Pas de secret, pas d'astuce, juste des bénédictions. Si ça te rend malade, tant mieux, ça gâchera ton appétit. La tasse d'eau de Suzanne glissa de ses mains et se brisa sur le sol dans un grand bruit. Je pouvais presque entendre l'éclat de son orgueil qui se brisait. 8 millions? Comment diable as-tu pu avoir autant d'argent? Sa voix tremblait, la panique perçant son incrédulité. Puis son expression se tordit, comme si quelque chose venait de se connecter. Ah, maintenant je comprends, c'est pour ça que tu as coupé les ponts avec ton fils. Tu es devenue riche et tu l'as jeté comme une vieille chaussette. C'est sans cœur, Margaret. Tu es incroyable. Je me tournai vers elle, ma voix tranchante, implacable. Ne déforme pas l'histoire, Suzanne. J'étais prête à laisser tout à ta fille et à mon fils. C'était mon plan. Mais vous avez décidé que j'étais un fardeau. Dès que j'ai quitté mon travail, vous m'avez expulsé de la maison comme une ordure. Tu penses que j'ai oublié cette maison où tu vis? Chaque dollar qu'il a acheté venait de moi.
Et non seulement vous m'avez jeté dehors, mais vous vouliez que je frotte les sols d'un établissement de soins de deuxième classe pour continuer à gagner de l'argent pour votre famille. Tu m'as même suggéré d'aller travailler pour un vieux riche comme servante à demeure. Dieu seul sait quel genre de service tu avais en tête. Dis-moi, Suzanne, il te reste encore une once de décence. Je me tournai vers la foule grandissante de spectateurs. Dites-moi, est-ce que ce lot de ratés ne mérite pas tout ce qu'ils ont perdu? L'énergie dans la foule changea. Leurs yeux, qui étaient remplis de commérage, brillaient désormais de jugement, visiblement fixés sur Suzanne et ses amis. Le visage de Suzanne rougit, comme une arnaqueuse prise en plein flagrant délit. « Tu mens. Nous n'avons jamais dit que tu devais aller travailler pour un vieux, » répondis-je calmement. « Devrais-je diffuser l'enregistrement ici pour que tout le monde l'entende ?» Le visage de Suzanne pâlit, et pendant un instant, je vis une vraie peur dans ses yeux. « Cet enregistrement a été modifié, je ne veux pas écouter cette merde. » Sa voix se brisa alors qu'elle se détournait, s'éloignant rapidement vers la sortie. « Margaret, tu es cruelle jusqu'au bout. Un jour, tu auras ce qui t'est dû. » Et sur ces mots, elle quitta la pièce, claquant la porte derrière elle. Je laissai échapper un profond soupir. C'était fini, pour l'instant, mais je savais qu'avec autant d'argent en jeu, des gens comme Suzanne et Ethan ne resteraient jamais silencieux bien longtemps. Ce que je ne m'attendais pas à voir, c'était la rapidité avec laquelle Ethan reviendrait dans l'histoire. Le lendemain matin, le concierge me remit un énorme bouquet de fleurs, m'annonçant que quelqu'un l'avait laissé à ma porte. Je fronçai les sourcils, traînai les fleurs à l'intérieur, et fouillai à travers elles. En plein centre se trouvait une carte. « Je te souhaite un merveilleux week-end. Avec amour, ton fils Ethan. » J'éclatai de rire, dégoûté. C'était tellement sans vergogne, c'était presque comique. Sans hésiter, je pris le bouquet et le jetai directement dans la poubelle de la cuisine. Puis je pris une photo, des pétales écrasés, des tiges pliées et la carte froissée, tout dans un seul cadre. Je l'envoyai à la maison de Gat avec ce message. À partir de maintenant, refusez tout ce qui vient de cette personne et transmettez-lui cette photo. Je ne voulais pas seulement qu'il soit rejeté, je voulais qu'il soit humilié. Évidemment, je ne reçus plus jamais de bouquet de sa part. Mais il n'abandonna pas, il monta d'un cran. Il commença à attendre tous les jours à l'extérieur de la communauté fermée, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, les jours de travail ou les week-ends. Il était là, en train de rôder, désespéré. Chaque fois que je venais ou partais, il jouait une autre scène pitoyable, comme un personnage d'une tragédie bon marché. Un jour, il tomba même à genoux sur le trottoir, pleurant hystériquement. « Maman, s'il te plaît, ne sois plus en colère, rentre à la maison. »« J'ai tort, maman. Peu importe ce qui se passe, je suis toujours ton fils. Comment peux-tu être aussi froide avec moi ?» Je ne pris même pas la peine de le regarder. Ces scènes ne faisaient que me répugner. Finalement, je fus tellement fatigué de cette scène que j'engageai un chauffeur à plein temps. Tous les jours, je m'installais à l'arrière de la voiture avec les fenêtres fermées, glissant devant le portail d'entrée et directement dans le garage de mes villas. Aucun contact visuel, aucune conversation, aucune chance pour lui de me joindre. Ethan continua pendant 2 semaines entières, mais une fois qu'il se rendit compte que je ne bougeais pas, il finit par abandonner. Du moins, je le pensais. En réalité, il changea de tactique. Il se mit à fouiller et réussit à contacter mon ex-mari, Richard, qui était aussi le père d'Ethan à l'époque. C'est alors que les choses commencèrent à vraiment dégénérer d'une manière que je n'avais pas anticipée. Ethan ne cherchait plus à se réconcilier, il cherchait à me contrôler, à me briser, à me détruire complètement. Il devint évident que s'il ne pouvait pas obtenir ce qu'il voulait, il préférait me voir détruite. Un après-midi, mon téléphone sonna. C'était Richard. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus de 20 ans. Je n'avais aucune idée de comment il avait eu mon numéro. Je voulais juste te prévenir, dit-il d'un ton décontracté. Ethan est venu me voir. Il a pleuré et m'a supplié de te convaincre de revenir à la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, et franchement, je lui ai dit que ce n'était pas mes affaires. Je lui ai rappelé que je n'étais pas son père biologique. J'ai même ajouté que ce qui se passait entre vous deux ne me regardait pas, je suis un étranger. Mais il a insisté, m'accusant de mentir. Il est même venu à mon bureau faire un scandale. J'ai dû passer un test de paternité pour le faire taire. Je ne lui ai pas dit toute la vérité, cependant, j'ai tenu ma promesse d'il y a toutes ces années, je ne lui ai pas révélé son vrai passé. Bref, maintenant il sait que je ne suis pas son père, mais toi, tu es toujours sa seule et unique mère. Je raccrochai, déjà prête à affronter ce qui allait suivre. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'Ethan ne vienne frapper à ma porte. Quand il le ferait, j'étais prête. Je lui dirais toute la vérité, celle qu'il avait désespérément cherché à éviter. Je lui dirais d'aller trouver la mère qu'il avait abandonnée dans une benne à ordures et d'arrêter de détruire ma vie. Mais cette confrontation n'arriva jamais. Au lieu de cela, Ethan prit un tournant plus sombre, un tournant que je n'avais pas prévu. Environ une semaine plus tard,
je remarquai quelque chose de bizarre. La façon dont les gens dans le quartier me regardaient avait changé. Leur regard s'attardait plus longtemps, leur sourire était plus mince, plus forcé. Je mis ça de côté au début, jusqu'à ce que Monica m'appelle un après-midi. Margaret, je voulais juste te dire que je sais que tu es une bonne personne, ne laisse pas ce que les gens disent t'affecter. Je fus confuse. Que disent les gens? C'est alors que j'appris ce qui se passait vraiment. J'étais devenue une sensation sur Internet, mais pas celle à laquelle on pourrait s'attendre. Ethan avait commencé à diffuser en direct tous les jours sur une plateforme de médias sociaux populaires. Le titre de sa chaîne était « Comment ma mère m'a abandonné ». Je cliquai et vis tout le tableau. Il ne m'avait pas directement accusé d'être une maîtresse ou quoi que ce soit de scandaleux. Non, il avait choisi quelque chose de bien plus insidieux. Il avait fabriqué une histoire manipulatrice, se peignant en fils abandonné au cœur brisé, tandis qu'il me transformait en une mère froide, impitoyable, avide d'argent. Dans ses streams, il disait des choses comme « Ma mère ne m'a jamais vraiment aimé. J'ai travaillé si dur, étudié si dur, et elle ne m'a même pas soutenu dans les plus petites choses. » L'année où je suis entrée à l'université, elle est partie dans une autre ville travailler comme assistante à demeure pour des gens riches, me laissant vivre seule dans un petit appartement en location. Quand je me suis mariée, elle n'a pas contribué d'un seul dollar, même quand ma femme est tombée enceinte, elle n'a jamais offert un seul centime. Maintenant qu'elle est soudainement riche, elle m'a complètement coupée, comme si je n'existais plus. Je ne veux même pas d'argent, je veux juste qu'elle me reconnaisse comme son fils, mais elle ne prononce même pas mon nom. Elle vit maintenant dans un manoir, roule dans des voitures de luxe et profite d'une vie de luxe, pendant que moi je suis jugée et humiliée dans les rues. La section des commentaires explosa. Les gens se divisaient en deux camps, certains le prenaient en pitié, d'autres m'accusaient d'être sans cœur. Et bien sûr, il y avait les instigateurs, une mère comme ça ne mérite même pas d'être appelée mère. Elle devrait avoir honte. Il est tellement pitoyable. Je ferais n'importe quoi pour lui donner l'amour qu'il n'a jamais eu. Son stream explosa, son nombre d'abonnés monta en flèche, et il commença même à vendre des produits dérivés sur sa chaîne, surfant sur la vague des dons de pitié de ses soi-disant supporters. Tu seras la chaleur que ta mère ne t'a jamais donnée. Tu mérites mieux, mon doux garçon. Elle ne mérite pas d'être heureuse. Puis les choses devinrent encore plus laides. Les gens commencèrent à fouiller dans ma vie personnelle. Mon nom, ma photo, mon adresse, tout commença à circuler dans les sections de commentaires et les reposts. J'étais officiellement devenue le visage d'une méchante mère sur les réseaux sociaux, la mère la plus insensible d'Internet. Et puis, ce soir-là, mon téléphone sonna à nouveau. C'était mon avocat. Margaret, nous pouvons engager une action en justice immédiatement, dit-il. Nous pouvons demander la suppression du contenu diffamatoire, exiger des excuses publiques et poursuivre pour dommages et intérêts. Je marquai une pause, puis souris calmement. Pas de précipitation, laissons-le un peu performer. Je compte m'en occuper moi-même. Cette même nuit, je créai mon propre compte sur Streamnet et lançai ma propre chaîne en direct. Je l'intitulai « Voici donc la maman qui a abandonné Ethan ». D'abord, je me rendis sur le stream d'Ethan et envoyai plusieurs milliers de dollars en dons, attirant immédiatement l'attention et faisant exploser le fil de discussion en direct. Ensuite, je laissai un message visible pour tout le monde. « Salut tout le monde, je suis la mère insensible dont Ethan parle. Il pleure depuis des semaines, disant que je lui ai coupé son soutien financier. Venez sur ma chaîne, je vais vous montrer la vérité. Ce soir, je distribue 100 000 € en récompense en argent. Rejoignez-moi, premier arrivé, premier servi. » En quelques secondes, un afflux de spectateurs se dirigea vers mon stream, le trafic explosa et je commençai à envoyer les récompenses promises. La section des commentaires explosa d'enthousiasme. Merci, Sugar Mama, voilà ce que j'appelle du vrai contenu. La reine de l'amour, elle est plus aimante que ma propre mère. Profitant de l'élan viral, je lançai officiellement ma diffusion en direct. Je ne perdais pas de temps à enjoliver les choses, je parlais directement à la caméra. Tout d'abord, oui, j'ai coupé les liens financiers avec Ethan, mais cela ne fait pas de moi une personne insensible, et ça ne veut pas dire que je l'ai abandonné. Les gens méritent toute l'histoire. Je ne suis pas partie parce que je ne l'aimais plus, je suis partie parce que sa cupidité est devenue insupportable. Lorsque j'ai reçu l'héritage de mon défunt employeur, mon intention était de tout laisser à Ethan et à sa femme. Mais savez-vous quelle a été leur réponse? Au lieu de la gratitude, ils m'ont accusé de vouloir profiter d'eux et se sont associés pour me jeter dehors. Ils ont même suggéré que je vive avec un vieil homme comme assistante à domicile, parce qu'à leurs yeux, ma seule valeur était de continuer à travailler et à alimenter leur foyer en argent. Pour eux, je n'étais pas une mère, j'étais un compte en banque. Pendant que je parlais, je montrais un scan des documents de fiducie de mon ancien employeur, une déclaration notariée montrant que j'avais hérité de plus de 8 millions d'actifs. L'argent que j'avais venait d'une fiducie légale laissée par une femme qui me traitait comme de la famille. Elle n'avait pas d'enfant et m'avait désigné comme seule bénéficiaire.
Les commentaires explosèrent à nouveau. Elle a perdu 9 millions, quel genre d'employeur fait ça? Enfin, le karma récompense un bon cœur, ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Bien sûr, tout le monde n'était pas convaincu. Quelques sceptiques se manifestèrent. Mais tu es sa mère, non? N'es-tu pas censé soutenir ton enfant? Le couper après son mariage, ça sonne plutôt froid. Je répondis calmement, sans cligner des yeux. Laissez-moi vous poser cette question. Soutenir un enfant signifie-t-il que vous devez être leur guichet automatique personnel pour toujours? Je l'ai élevé seul depuis qu'il avait 1 an, j'ai payé ses frais de scolarité, je lui ai acheté une maison. Et qu'ai-je obtenu en retour? Des soupçons, du rejet, du manque de respect et d'être mise dehors de chez moi. Ils voulaient que je continue de travailler comme une machine pour subventionner leur style de vie tout en me traitant comme un fardeau. Puis je sortis la carte finale, un enregistrement audio d'Ethan au téléphone, essayant d'organiser pour que je devienne assistante à domicile pour un vieil homme. L'appel avait été capté par le système de sécurité de la maison de l'homme âgé. C'était une preuve irréfutable. Les commentaires explosèrent à nouveau. C'est plus que de la paresse, c'est de l'abus financier. Le couper, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. Voilà ce que c'est que la culpabilisation manipulée. Il ne pleure pas pour de l'amour, il pleure pour de l'argent. Bien joué, madame. Ce fils méritait d'être coupé. Je savais que ce n'était que le début. Ethan ne me manquait pas comme mère, il me manquait comme source de revenus. Cette guerre n'en était qu'à ses débuts. Je regardais le flot de commentaires à l'écran et laissais échapper un petit rire silencieux. Puis je me penchai vers la caméra et parlais directement à l'audience. La vérité, c'est qu'il n'y avait jamais eu besoin de couper les liens avec Ethan. Instantanément, des points d'interrogation remplissaient le fil de commentaires. Je continuai calmement. Parce qu'Ethan n'a jamais été mon fils biologique. Je l'ai adopté quand je faisais du bénévolat dans un orphelinat local. Il n'avait qu'1 an à l'époque, né avec une grave malformation cardiaque, abandonné par ses parents biologiques dans une benne à ordures. Il était à peine en vie quand je l'ai trouvé. Je l'ai ramené chez moi par pure compassion. J'ai dépensé chaque centime que j'avais pour lui offrir des soins médicaux, et mon divorce de mon ex-mari n'était pas dû à une infidélité, c'était parce qu'il insistait pour avoir un enfant biologique et refusait de continuer à élever Ethan. On m'a donné le choix, renvoyer Ethan à l'orphelinat ou quitter mon mariage et l'élever seul. J'ai choisi Ethan. J'ai abandonné mon mariage, abandonné la chance d'avoir mes propres enfants juste pour lui donner une chance de vivre. J'ai travaillé de nuit, fait des cadeaux, servi des tables, nettoyé des maisons, tout ce qu'il fallait. J'ai gratté et économisé jusqu'à ce qu'il soit en bonne santé. Je l'ai mis à l'université, je lui ai même acheté une maison avec mon argent durement gagné. Et qu'ai-je reçu en retour? Il a refusé de me laisser vivre dans cette même maison, il m'a mise dehors comme une inconnue. Je continuai. Maintenant, il me calomnie en ligne, prétendant que je l'ai abandonné, et répand des rumeurs selon lesquelles j'ai couché pour m'enrichir. Dites-moi, comment devrais-je répondre à quelqu'un comme ça? Pendant que je parlais, je téléchargeais une série d'images, des factures d'hôpital, des factures médicales, des reçus de frais de scolarité, des billets de transport en commun, tous les fragments d'une vie consacrée à un sacrifice à vie, capturés sur papier et encre. Les commentaires explosèrent, il est ignoble. Qui fait ça à une femme qui lui a sauvé la vie? Il a utilisé sa mère adoptive comme une éponge, puis l'a jetée. Dégoûtant. Il vit dans la maison qu'elle a payée et l'a quand même mise dehors. Incroyable. Dieu lui a donné la vie, elle lui a tout donné, et il lui a planté un couteau dans le dos. La réaction fut immédiate. Les spectateurs se précipitèrent à nouveau dans le stream d'Ethan et commencèrent à inonder sa section de commentaires de colère. Comment avons-nous pu soutenir quelqu'un comme ça? Comme toi, honte à toi, tu as joué la victime tout en vidant ta mère de son sang, c'est toi le sans-cœur, pas elle. Le visage d'Ethan pâlit visiblement à l'écran. Pourquoi vous la croyez tous? Cria-t-il. Elle ment. Si je n'étais pas son vrai fils, pourquoi aurait-elle fait tout ça pour moi? Elle vous manipule. Personne ne ferait autant pour un enfant qui n'est pas le sien. Sur mon live, de plus en plus de spectateurs exigeaient des preuves concrètes. Sans hésitation, j'ai mis en ligne une copie scannée du certificat officiel d'adoption. Voici l'acte délivré par le gouvernement, vérifié, authentique et public. La section des commentaires explosa à nouveau. C'est terminé, fin de la discussion. Elle dit la vérité. Ce n'est pas juste une trahison, c'est une faillite morale. Il a utilisé son amour, son argent, sa vie, et il a quand même essayé de la détruire. Signalez-le, il ne mérite pas de plateforme. Et juste quand je pensais que ça ne pouvait pas empirer, Ethan s'enfonça encore plus. Et alors? Si je n'étais pas vraiment son enfant, elle n'avait pas à me sauver. Je ne lui ai jamais rien demandé. Peut-être que si elle ne m'avait pas recueilli, j'aurais été adoptée par une vraie famille. Elle a ruiné ma vie, elle n'aurait jamais dû interférer avec mon destin.
Ce fut la goutte de trop. Internet explosa. Tu es malade, elle t'a sauvé. C'est la chose la plus immonde que j'ai jamais entendue. Que le monde entier voit le vrai visage de ce monstre. Signalez-le immédiatement. En moins d'une journée, l'opinion publique bascula totalement. Ethan passa du statut de victime abandonnée à celui de parasite ingrat se nourrissant du sang de sa mère adoptive. Sa chaîne de streaming fut définitivement suspendue par la plateforme la nuit même. Mon avocat déposa une plainte officielle pour diffamation et harcèlement, réclamant des dommages et intérêts. Nous avons également demandé une injonction pour lui interdire légalement de faire d'autres déclarations diffamatoires ou de m'attaquer sur les réseaux sociaux. Finalement, la Cour trancha en notre faveur. Ethan fut reconnu coupable de violation des lois sur la cybersécurité et la diffamation. Il fut condamné à payer des dommages et intérêts ainsi que tous les frais juridiques. Ses privilèges de streaming furent révoqués, ses comptes sur les réseaux sociaux définitivement bannis. Moi, j'étais enfin libre. Il ne restait plus aucune trace d'Ethan dans ma vie et il n'y en aurait plus jamais. 6 mois plus tard, je récupérai enfin la maison qui m'appartenait autrefois. Grâce à un processus juridique méticuleux, mon équipe d'avocats réussit à annuler le transfert de propriété. Le jour où tout fut finalisé, je me tenais dans le salon, regardant les rideaux familiers, observant la lumière du soleil inonder le parquet. Pour la première fois depuis des années, je me sentis légère, comme si j'expirais enfin après avoir retenu mon souffle pendant des décennies. Quelques jours plus tard, la femme d'Ethan, Suzanne, demanda le divorce. Elle signa les papiers dans le bureau de son avocat avec une totale sérénité, sans prononcer un mot de plus. Il était évident qu'elle avait enfin vu qui il était vraiment. Un homme qui se plaignait sans cesse d'être une victime, mais qui refusait d'assumer ses responsabilités, rempli de rancœur mais totalement dépourvu de lucidité. Et juste comme ça, Ethan disparut complètement de ma vie. Je ne cherchais pas à savoir où il était parti et je n'avais aucun intérêt à me retourner sur le passé. Les années passèrent. Puis un jour, en discutant avec une vieille amie dans un café, elle mentionna négligemment. J'ai entendu dire qu'Ethan s'est enfui au Canada. Il passe son temps en ligne à se vanter de sa liberté et de sa belle vie là-bas. Par curiosité, je tapais son nom sur Internet. Ce que je trouvais était glaçant. Sur une vidéo, on le voyait, débraillé, recroquevillé à côté d'une poubelle, mordant un morceau de pain moisi, les yeux vides et hagards. Parfois, il esquissait un sourire délirant, d'autres fois, il éclatait en sanglots incontrôlables, son corps secoué par des spasmes. Il avait perdu la raison. Cet homme qui s'était autrefois mis en scène devant une caméra, me faisant passer pour une méchante, quémandant la pitié, vendant sa tristesse pour de l'attention, était devenu exactement ce qu'il méritait, un fantôme à la marge du monde réel. Mais je ne ressentis ni satisfaction ni colère. Il n'était plus que la somme de ses propres choix. Aucun nombre d'abonnés ne pouvait le sauver, aucun mensonge ne pouvait maintenir son récit debout. Il avait perdu la compassion qu'il avait volée, détruit l'intégrité qu'il n'avait jamais estimée, et au final, la vie fit ce qu'elle fait toujours, elle le rattrapa. Quant à moi, j'avais enfin terminé une bataille qui m'avait épuisé pendant plus de 30 ans. Les 2 villas que j'avais achetées sur un coup de tête durant cette période sombre, je les revendais lors de la montée du marché immobilier et partis avec un joli bénéfice. Ce qui symbolisait autrefois la colère et la rébellion était devenu la fondation de mon prochain chapitre. Finalement, je m'installai dans une paisible ville au bord d'un lac, à l'ouest de la ville. Ce n'était pas le quartier le plus cher, mais c'était tout ce que j'avais toujours voulu. La lumière du soleil inondait les fenêtres, mon jardin fleurissait de glycines et de roses, la cuisine embaumait toujours mon café noir préféré, mon chevalet attendait sous les arbres pour de paresseux après-midi de peinture. L'air était pur, le monde lent et la vie douce. Plus personne ne m'appelait maman juste pour exiger quelque chose. Plus personne ne m'accusait d'être froide. Plus personne ne prétendait que je n'en avais pas assez fait. Pour la première fois, j'entendais mon propre souffle dans la musique, dans la lumière du soleil. Pour la première fois, je m'appartenais enfin. Parfois, on me demande encore, regrettes-tu d'avoir adopté Ethan? Avant, je réfléchissais longuement à cette question. Mais aujourd'hui, quand je l'entends, je me contente de sourire doucement et de secouer la tête. Non, je réponds. Je ne le regrette pas. Je regrette seulement de ne pas avoir compris plus tôt que la gentillesse ne doit jamais se pratiquer au prix de l'autodestruction. Apprendre à me protéger a été la leçon la plus importante de ma seconde moitié de vie. Je n'ai jamais été une personne parfaite, encore moins une sainte. Mais je suis devenue quelque chose de bien meilleur, une femme qui vit enfin pour elle-même. Et il s'est avéré qu'il n'était pas trop tard du tout.